Dans cette troisième section du chapitre 2, nous allons parler des séries de Fourier. Alors, les séries de Fourier, on va le voir, c'est un exemple d'application d'une décomposition sur une base hilbertienne assez intéressante puisqu'elle permet de résoudre des problèmes d'ingénierie assez utiles, hein, puisque la décomposition du son est souvent faite par des séries de Fourier, de l'image également, hein. Donc, quand vous regardez des choses très importantes comme des vidéos sur TikTok, et bien, typiquement, vous avez des transformés de Fourier qui peuvent avoir lieu de manière à pouvoir vous transférer de l'information de manière numérique. Alors, on a également des applications beaucoup plus importantes, hein, c'est notamment le cas lorsque l'on a des IRM, hein, pour détecter des tumeurs. On peut avoir des informations qui arrivent avec des décompositions sur des bases assez intéressantes et assez utiles. Donc, les séries de Fourier, c'est un sujet extrêmement important en ingénierie. Et vous allez le voir, c'est un exemple d'application de ce qu'on vient de faire dans le chapitre 2, enfin dans les sections 1 et 2, sur les espaces de Hilbert. Alors, prenons tout de suite un exemple. On va considérer une fonction. La fonction définie de moins pi dans R par moins 1 si x est dans moins pi 0, et puis 1 si elle est dans 0 pi. Alors, cette fonction, je peux l'étendre par 2pi périodicité sur R, hein, voilà, bon, pas de difficulté majeure. Et ce qui m'intéresserait, c'est de l'encoder, la représenter, de la repérer dans un espace avec des réels. Dit autrement, de transformer ça en une série de nombres. Si on était dans un espace euclidien, on dirait d'avoir ses coordonnées. Là, on l'a dit dans la section 1 et 2, on va avoir assez peu de... Enfin, on ne pourra pas la décomposer avec un nombre fini de nombres, hein, manifestement, mais en tout cas, de pouvoir la décomposer de manière à pouvoir l'encoder avec un certain nombre de nombres réels. Bon. Eh bien, ce qu'on va faire, c'est que l'on va considérer un espace de Hilbert, H, qui contient les fonctions continues et continues par morceaux de moins pi dans R. Voilà. Alors là, on n'est pas très à l'aise parce que on n'a pas complètement défini cet espace H. On va définir son produit scalaire, hein, donc c'est le produit scalaire, ça va être 1 sur 2 pi intégrale entre moins pi et pi de f fois le conjugué de g. À ce stade, nous n'avons pas les outils pour le construire proprement et complètement. Ce sera fait dans les prochains chapitres. En fait, on va définir une intégrale qui s'appelle l'intégrale de Lebesgue, et ça va nous permettre de construire très proprement l'espace dans lequel on va pouvoir travailler. Donc, pour l'instant, on a un tout petit point là, sur lequel on n'est pas complètement à l'aise. On va simplement dire, voilà, c'est un espace de Hilbert qui contient ces fonctions-là et qui a ce produit scalaire. Et puis, je vous donne, du coup, la base hilbertienne. Alors, la base hilbertienne, c'est les EINX pour n appartenant à z, c'est-à-dire les cosinus nx plus i sinus nx. Vous remarquez que la base, ici, elle est indexée par un ensemble d'indices qu'on avait appelé grand I à un moment donné, qui est z et pas n. Alors, c'est pas grave, c'est pas un problème du tout, puisque z est dénombrable. Donc, vous le savez, hein, il y a à peu près autant d'éléments dans n que dans z, hein, ils sont en bijection, donc on peut tout à fait avoir une base hilbertienne indexée par z. Et si vraiment ça vous gênait, utilisez une des bijections entre n et z pour renuméroter les éléments. Voilà. Alors regardons ces éléments En. E0 c'est facile, on remplace n par 0, vous n'aurez pas de mal à vérifier que E0 de x c'est 1, que E1 de x c'est cosinus x plus i sinus x, E-1 de x c'est cosinus x moins i sinus x, et ainsi de suite. Hein, voilà, donc c'est pas très difficile. Et on peut également vérifier que si je fais le produit scalaire 1 sur 2 pi, l'intégrale entre moins pi et pi de EINX avec le conjugué de EIMX, donc E moins IMX, eh bien, de deux choses l'une, soit n est égal à m, dans ce cas, ça fait l'intégrale de e puissance 0, donc de 1 entre moins pi et pi, donc 2pi divisé par 2pi, donc c'est 1, soit n est différent de m, et dans ce cas, vous n'aurez pas de mal à calculer l'intégrale, vous pouvez même trouver une primitive, hein, si on connaît bien les formules de l'air, et donc vous montrerez sans aucune difficulté que c'est 0, l'intégrale. Donc on est bien dans le cadre d'une base orthonormée. Et en plus, l'adhérence de l'espace vectoriel engendré par les En est bien H tout entier. Alors ça, en revanche, je ne peux pas le démontrer puisque je n'ai pas
j'ai pas construit H, je dirais, proprement, donc ça, je vous le dis. Voilà. Bon. Donc, regardons maintenant notre fonction de tout à l'heure. Notre fonction de tout à l'heure, c'est, encore une fois, moins 1 entre moins pi et 0, et 1 entre 0 et pi. Hein. Donc, si je regarde simplement la fonction sur moins pi pi. Bon. Donc, les éléments de ma base En, ils sont ici. Bah, regardons le produit scalaire entre f et En. Donc, vous voyez, je vais regarder comment f se projette sur chaque direction de ma base. Alors, regardons, je fais le produit scalaire de f avec En. Donc, je fais l'intégrale entre 1 et 2pi de... je fais 1 sur 2pi, l'intégrale entre moins pi et pi de f fois le conjugué de En. Bon, le conjugué de En, c'est donc le conjugué de EINX, donc E moins INX, et f, bien comme elle est définie de manière différente entre, 0 et pi, entre moins pi et 0 et 0 et pi, ben autant diviser en deux cette intégrale. Voilà ce que j'obtiens. Et en écrivant les choses de cette manière-là, bon, ben je remplace f par 1 par moins 1 et f par 1. Je remplace x par moins t en faisant un changement de variable. Et puis en permutant 0 et pi, je refais venir un moins. Bon, je mets tout ça ensemble. J'ai EINX moins E moins INX sur 2i, parce que j'ai multiplié par i de l'autre côté. Bon, donc ça me fait un sinus, et puis là, de deux choses l'une. Soit n égale 0, dans ce cas, c'est 0, soit n est différent de 0, et puis je calcule une primitive, hein, 1 sur n, machin, etc., cosinus. Bon, voilà le résultat. Bon, donc voilà le résultat. Le produit scalaire de f avec En, c'est 0 pour n égale 0, et 1 sur n pi fois moins 1 puissance n moins 1 si n est différent de 0. Cette quantité, je vais l'appeler Cn. D'accord? Donc, je les ai calculés. Encore une fois, C0, c'est 0. C1, c'est moins 2i sur pi, c'est-à-dire à peu près moins 0,64. Et C2 est égal à 0. D'ailleurs, chaque fois que n est pair, c'est facile, c'est nul. Hein. D'ailleurs, ce qui n'est pas complètement étonnant, vu la tête de la fonction f, si vous y réfléchissez. C3 est égal à moins 2i sur 3pi, c'est-à-dire à peu près moins 0,21. Et C4 égal à 0. C5 est égal à cette quantité, et ainsi de suite. Bon, vous remarquez au passage que la valeur absolue des CI est de limite nulle, ce qui est quand même la moindre des choses si on veut une série convergente à la fin. Et puis, de l'autre côté, c'est pareil, hein, C-1, je le calcule, C-2, pareil, C-3, C-4, C-5. Donc là, je suis en train, et puis je peux continuer évidemment, jusqu'à plus et moins l'infini. Bon. Donc là, je suis en train, j'ai calculé le projeté de ma fonction sur ma base. Hein, voilà, donc j'ai les coefficients. Bon. Alors, regardons maintenant, à partir de ces coefficients, qu'est-ce que je peux en faire? Si je donne ces coefficients à quelqu'un, est-ce qu'il peut reconstruire la fonction? Regardons. Si je fais C0 fois E0, bon, c'est la fonction identiquement nulle, c'est pas très difficile à calculer. C1 fois E-1 plus C... Pardon, C-1 fois E-1 plus C1 fois E1, en mettant les quantités ensemble, on va trouver avec les formulaires que c'est sinus x, enfin 4 sur pi fois sinus x, qui est représenté ici. C-2, moins 2 plus C2, 2, forcément c'est 0. C-3, E-3 plus C3, E3, la voilà. Hein. Donc évidemment, l'amplitude, vous remarquez, diminue un peu, hein, puisque les valeurs absolues des CI et des C-I tendent vers 0. Et puis C-4, E-4 plus C4, 4, C5, C-5, E-5 plus C5, 5, et ainsi de suite. Bon, donc là, si je prends les 5, enfin de moins 5 à 5, quand je fais la somme de tous ces gens-là, qu'est-ce que j'ai? J'ai ça, j'ai cette fonction-là. Vous voyez, donc si je reprends donc, les termes entre moins 5 et 5, voilà ce que j'obtiens. C'est la somme pour n vers le moins 5 à 5 de Cn EINX. Bon, si au lieu d'avoir pris n de moins 5 à 5, j'ai pris n de, disons, moins 20 à 20, voilà ce que j'aurais obtenu. Et puis là, je vous présente entre moins 100 et 100. Alors, vous voyez, ce qu'on est en train de remarquer, c'est que ce qui est à droite ici ressemble quand même de plus en plus à ce qui est à gauche, qui est notre fonction de départ. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On est parti de cette fonction, la fonction qui est à gauche. La fonction qui est à gauche, on dit, avec la... Je regarde sa projection sur la base hilbertienne que je vous ai donnée, et donc j'ai récupéré entre moins 100 et 100, donc 201 nombres, hein, les Cn, pour n, moins 100 à 100. Bon. Et bien à partir de ces 201 nombres, je peux reconstruire la fonction, la réencoder, si vous voulez, et voilà ce que j'obtiens.
Bon. Alors évidemment, une fois qu'on a fait ça sur moins pi, c'est pas très difficile de le faire sur la totalité de R, hein, puisqu'on sait qu'elle est 2 pi périodique. Donc, et voilà ce qu'on obtient. Vous voyez? Donc j'ai pris ce qui est en bas, donc ce qui est reconstruit, par rapport à ce qui est en haut. C'est vrai que ça ressemble beaucoup. Bon. Bon, voilà ce que c'est que l'idée qui est derrière Fourier. L'idée qui est derrière Fourier, c'est de dire, je prends une base hilbertienne. Finalement, comme les CI vont être de toute façon décroissants, si je prends un nombre fini de termes, je ne vais pas avoir une erreur. Vous voyez, ce qui est en bleu n'est pas exactement ce qui est en rouge. Mais si je prends suffisamment de termes, plus je vais prendre de termes, plus ça va être bien, entre guillemets. Hein. Et ce qu'on est en train de dire du coup, c'est que je vais pouvoir décomposer ma fonction sur une base. Et en tout cas, si j'en prends un certain nombre, je sais que comme c'est une base hilbertienne, la limite, normalement, devrait me donner la fonction. Je ne vais pas prendre la limite, j'en prends un nombre fini. Mais si j'en prends suffisamment, j'espère pouvoir reconstruire ma fonction de manière suffisamment raisonnable. Voilà, ça, c'est l'idée qui est derrière Fourier. Alors, définition, soit f, une application de R dans C continue par morceau et 2 pi périodique, on appelle coefficient de Fourier de f les coordonnées de f dans la base hilbertienne suivante, EINX pour n appartenant à z, avec le produit scalaire qui est ainsi donné. Voilà. Et on appelle coefficient de Fourier, donc les Cn, ces nombres-là, donc le produit scalaire. Alors attention, comme on a le conjugué de G quand on l'applique à En, donc j'ai un E moins INX, hein, bien sûr. Et ce qu'on a, c'est que la série de Fourier, c'est la somme pour n variant de moins l'infini à plus l'infini des Cn, E, I, Nx. Voilà. Donc une fois qu'on a dit ça, on comprend pourquoi. Hein. On a fait simplement la décomposition sur une base hilbertienne de la fonction qui nous intéressait. Voilà. Alors, évidemment, on pourrait tout à fait changer le produit scalaire. Hein, pour avoir un produit scalaire un peu différent, si on prend une base hilbertienne un peu différente. D'ailleurs, il y a des gens qui, au lieu de mettre EINX, mettent 2pi INX ou racine carrée de 2pi, etc. Ça change simplement un peu le produit scalaire. Ça ne change pas grand-chose. Enfin, l'idée est évidemment la même. Hein, il n'y a pas de problème. Alors, ça change un peu les formules, en revanche. Si vous prenez un formulaire, il faut faire attention à la définition de Fourier, parce que sinon, vous allez avoir des problèmes. Bon. Mais, vous voyez, l'idée est vraiment très simple. Alors, d'ailleurs, j'attire votre attention sur le fait que le cours sur Fourier pourrait commencer comme ceci. Hein. On pourrait jeter les deux premières sections à la poubelle et puis dire, voilà, je commence, hein, bonjour, soit f, une application de R dans C continue par morceau de pi périodique, on appelle coefficient de Fourier, ces coefficients Cn qui sont donnés par cette formule, on appelle série de Fourier cette série. On aurait pu faire ça. Alors évidemment, on aurait dit, pourquoi ça, pas autre chose. On dit, parce que ça marche bien. Bon. Alors, parce que ça marche bien, sauf que si on ne comprend pas bien les fondements, c'est un peu dommage pour un diplômé de centrale de Supélec de ne pas bien comprendre les fondements, parce que si on veut prendre un peu de hauteur sur le sujet, il faut quand même comprendre ce qui se passe. Et en particulier, le jour où on dit finalement, c'est pas forcément cette base-là qu'on a envie de prendre, mais une autre, par exemple, il y a des choses qui s'appellent des ondelettes, hein, l'idée est la même, si on va décomposer sur une base mais un peu différente, eh bien, il faut avoir compris les fondements si on veut avoir la possibilité d'être un ingénieur qui crée des choses nouvelles et qui est innovant. Voilà. Donc, on n'a pas commencé le cours ici, on a fait Fourier avant, hein, voilà. Et donc, on a fait Hilbert avant, et donc, voilà les coefficients de Fourier. Un point sur les notations, on parle parfois de AN et de BN, alors en faisant CN plus C moins N et I, CN moins C moins N. L'intérêt, c'est que du coup, AN et BN sont des nombres réels si F est une application qui va de R dans R. Et d'ailleurs, on peut les définir de cette manière-là, avec les formules qui sont données, la série de Fourier est donnée ici. Bon, c'est simplement une recombinaison des termes, il n'y a rien de fondamental, c'est juste des notations. Alors, une autre notation qui va être utile en revanche dans le théorème qui vient après, c'est pour une fonction continue par morceau, définir f tilde qui est f là où f est continu et simplement la moyenne entre la limite à gauche et la limite à droite lorsque l'on a un point de discontinuité. Limite à gauche, limite à droite qui existe fortement puisque la fonction est continue par morceau. Hein. Donc, typiquement, dans l'exemple qu'on avait donné tout à l'heure, si vous regardez en 0, bien f tilde en 0 vaudra 0, hein, puisque c'est la moyenne entre 1 et moins 1, quel que soit ce qui se passe, est-ce que l'intervalle est ouvert à gauche, à droite, dans la définition de f, on s'en moque. F tilde, ce sera f lorsqu'elle est continue,
et la moyenne des limites à gauche et à droite lorsqu'elle est discontinue en un point. Bon. Alors cette notation est intéressante parce qu'elle nous permet de donner tout de suite un théorème de convergence qui s'appelle le théorème de Dirichlet. Alors on verra d'autres théorèmes de convergence qui sont très, très pertinents dans le cadre des espaces de Hilbert en fait. Mais celui-là déjà nous permet d'avoir des théorèmes de convergence sans même avoir défini proprement l'espace de Hilbert dans lequel on travaille. Eh bien, c'est le théorème de Dirichlet. Le théorème de Dirichlet dit que si j'ai une fonction de classe C1, et donc de R dans C par morceau et qui est 2π périodique, donc elle est C1 par morceau, on n'a pas dit qu'elle est continue, on dit C1 par morceau, alors la série de Fourier converge simplement vers f tilde. Voilà, ça c'est un résultat intéressant. Si en revanche elle est C1 par morceau et qu'en plus elle est continue, alors on a une convergence normale. Et je vous rappelle que quand on a une convergence normale, forcément on a une convergence uniforme. Voilà. Donc ça c'est le théorème de Dirichlet en ce qui concerne les séries de Fourier. Donc à ce stade, qu'est-ce qu'il nous reste à faire vraiment pour être vraiment content de nous? Eh bien, il faut construire proprement cet espace H. Et pour construire cet espace H, on va avoir besoin de l'intégrale de Lebesgue qui va elle-même faire appel à la théorie de la mesure. Eh bien ça, c'est exactement ce qui arrive dans les chapitres, dans le chapitre suivant. Donc ce qu'on va faire dans les prochains chapitres, c'est nous mettre en rang pour pouvoir, rang de bataille, pour pouvoir construire cet espace qui portera un nom, il s'appellera L2.